Je m'imagine comme une larve au cœur d'une fourmilière, encore informe, encore inutile, mais destinée à devenir autre chose. Je suis blanc et aujourd'hui marié à une femme asiatique. Elle et sa famille sont très superstitieuses et elles lui ont dit qu'elle devait vérifier si nous étions compatibles astrologiquement selon l'astrologie chinoise. Je suis quelqu'un de très rationnel et je n'aime pas laisser les choses au hasard. À l'époque, nous sortions ensemble depuis 1 an et notre relation devenait sérieuse. Quand ce sujet est apparu, je me suis rendu compte que pour elle cette compatibilité astrologique pouvait être un vrai obstacle. J'étais déjà très attaché à elle et l'idée que quelque chose d'aussi intangible puisse tout remettre en question m'a terrifié. Je me suis senti piégé entre ma logique et la peur immense de la perdre. Alors je lui ai dit que nous irions à Chinatown consulter une diseuse de bonne aventure. Je suis sûr qu'il existe un terme plus noble pour désigner ces personnes, mais franchement je n'ai jamais eu beaucoup de respect pour ce type de pratique. Le lendemain de cette conversation, je me suis rendu seul à Chinatown. J'ai trouvé une voyante réputée, quelqu'un dont on disait qu'elle était fiable selon leurs critères. Je lui ai payé $400 pour qu'elle dise à ma future femme que nos signes astrologiques étaient parfaitement compatibles. Le jour suivant, nous sommes retournés ensemble voir cette même voyante. Elle a fait exactement ce que je lui avais demandé. Elle a même imprimé une sorte de dossier rempli d'explications prétendant que nous étions un couple idéal selon les étoiles. Ma femme était soulagée. Sa famille a accueilli la nouvelle avec enthousiasme et tout le poids de leur superstition s'est soudain dissipé comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre. Aujourd'hui, je suis marié à la femme que j'aime. Nous attendons notre premier enfant. Parfois, quand je repense à cette histoire, je me dis que ce mensonge ressemble à une petite pierre que j'ai déplacée sur le chemin pour éviter qu'on trébuche. Je n'ai aucun regret. Je sais que certaines personnes diraient que j'aurais dû respecter leurs croyances ou que j'aurais dû accepter le verdict quel qu'il soit. Mais je savais ce que je voulais. Je savais que notre amour valait plus qu'un symbole imprimé sur un papier. Mon voisin de 46 ans me payait moi 16 ans à l'époque pour passer du temps avec lui. Il avait engagé ma sœur 13 ans et moi pour faire du ménage chez lui $10 de l'heure. On n'avait que quelques tâches à faire comme la vaisselle, passer l'aspirateur et nettoyer le sol de son appartement, ce qui ne prenait qu'un quart d'heure. Le reste du temps on regardait des films que notre mère ne nous aurait jamais laissé voir et il nous achetait à manger, que ce soit de la nourriture à emporter ou de bons restaurants, et il nous emmenait faire du shopping pour nous offrir de beaux vêtements et des objets à la mode. Il savait que notre mère était assez stricte, donc il nous laissait faire des choses dont il se doutait qu'elle ne voudrait pas, ce qui nous donnait encore plus envie de rester chez lui. Et l'heure de ménage ou de temps passé avec lui finissait par se transformer en 3 heures pour presque chaque jour de la semaine. Après l'école, ma sœur passait 2 jours par semaine chez lui et moi 3. On essayait même de passer du temps avec lui le week-end, et là il s'agissait de journées entières à sortir et à faire des activités soi-disant amusantes. Cela a continué jusqu'à ce que je quitte la maison et que ma mère et mes frères et sœurs déménagent. Quand j'en parlais à mes amis, ils me disaient toujours qu'ils nous manipulaient. Je ne les croyais pas parce que j'avais l'impression qu'ils nous aidaient à échapper à l'environnement strict de notre mère. Maintenant, avec un peu de recul et en écoutant ce que ma mère et ma sœur en disent et avec ma façon de penser un peu plus adulte, j'ai 19 ans maintenant, je commence à voir que cette relation était étrange. Je n'en suis pas encore totalement sûr. Dans ma vingtaine, j'ai traversé une période où la curiosité et l'impulsivité prenaient souvent le dessus. Un jour, convaincu que ça rendrait mon quotidien plus intéressant, j'ai dépensé une somme absurde pour un objet que je pensais être un gadget révolutionnaire. C'était lourd, froid, encombrant et finalement très loin de ce que j'avais imaginé. L'enthousiasme du début s'est évaporé dès que j'ai compris que je venais surtout de gaspiller mon argent dans une idée un peu ridicule. Au bout de quelques semaines, j'ai fini par abandonner complètement l'objet et je l'ai jeté dans la benne derrière mon immeuble. Chaque fois que je repensais à cet achat, je ressentais un mélange de gêne et d'amusement. Je me demandais parfois si quelqu'un l'avait récupéré, peut-être un employé du ramassage ou un passant excentrique, intrigué par cet étrange objet abandonné.
Donc moi, 27 ans, je sors avec ma copine, 26 ans, depuis environ 1 an. Dans l'ensemble tout va bien, elle est drôle, gentille et on a les mêmes objectifs. Mais dès le début j'ai remarqué qu'elle parlait beaucoup d'argent et qu'elle disait ne pas supporter être avec quelqu'un qui manque d'ambition. Quand on a commencé à sortir ensemble, je n'étais pas sûr qu'elle m'aimait vraiment ou qu'elle aimait seulement ce que je fais. Je travaille dans la tech et je gagne environ 100 000 par an, mais quand le sujet de l'argent est venu j'ai dit que j'en gagnais autour de 50 000. Je me suis dit que si elle m'aimait pour qui je suis, le chiffre ne devrait pas compter. Pendant les premiers mois tout allait bien, on partageait les dépenses équitablement, elle ne s'est jamais plainte, donc je pensais avoir fait le bon choix. Puis la semaine dernière elle m'a aidé à trier des papiers et elle a vu un vrai bulletin de salaire sur mon bureau. Elle est devenue totalement silencieuse puis elle m'a demandé pourquoi j'avais menti. J'ai essayé d'expliquer que je voulais juste savoir si elle m'appréciait pour moi et pas pour mon argent. Elle s'est mise en colère et a dit que ce que j'avais fait était manipulateur, que je l'avais testé comme si je la prenais pour une chasseuse de richesse. Elle a ajouté que si les rôles étaient inversés et qu'elle avait menti sur quelque chose d'aussi important, je la jugerais probablement peu fiable. Maintenant elle est un peu distante et dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir à ce que cela dit de mon caractère. Mes amis sont partagés, certains disent que j'ai été prudent et que c'était malin, d'autres pensent que j'ai dépassé une limite en construisant une relation sur un mensonge. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, mais je ne pense pas non plus que se protéger fasse de moi une mauvaise personne. J'ai fini par dire la vérité, je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle réagisse comme ça. Je travaillais à distance pour une entreprise technologique de taille moyenne. Lorsque notre manager est parti, tout s'est effondré petit à petit. Chacun s'est mis à travailler de son côté, sans coordination, sans suivi, sans direction. Les réunions hebdomadaires se sont transformées en discussions vagues où tout le monde hochait la tête sans vraiment savoir ce qui se passait. Plus les semaines passaient, plus je réalisais que personne ne surveillait quoi que ce soit. Un matin, après avoir ouvert mon ordinateur et regardé une boîte de réception aussi vide qu'un désert, j'ai senti une idée étrange s'installer. J'ai compris que je pouvais simplement arrêter. Juste cesser de me connecter. Alors je l'ai fait. J'ai fermé l'écran et je me suis levé en me sentant léger, presque trop léger. Le lendemain, j'ai attendu un message, une notification, un rappel, mais rien n'est venu. Les jours suivants non plus. Mes collègues pensaient que je m'occupais de tâches administratives obscures dont personne ne comprenait l'importance. Le service RH n'a jamais posé de questions. La paix continuait à tomber comme si tout était normal. Cela dure depuis 6 mois. Je me lève tranquillement, je prépare mon café comme si j'étais en vacances permanentes. Je joue à des jeux vidéo en pleine matinée, je promène mon chien pendant que les autres sont en réunion, je fais des siestes sans aucune culpabilité immédiate. Parfois je regarde mon ordinateur fermé et j'ai l'impression qu'il m'observe, comme un témoin silencieux de ma disparition professionnelle. Je reçois encore des mails collectifs qui ne me concernent plus, et je les lis presque par curiosité, comme si je suivais une série dont j'ai quitté le casting. Je sais que je suis en train de voler la société. Je sais aussi qu'un jour ou l'autre quelqu'un va enfin vérifier quelque chose, remarquer mon absence, se demander pourquoi mes tâches n'ont pas avancé depuis des mois. Parfois je me sens paralysé à l'idée qu'un message surgisse soudain pour me demander une mise à jour. D'autres fois, je ressens une étrange fierté pour avoir tenu aussi longtemps sans que personne ne détecte mon absence. J'ai tué mon meilleur ami, mon chat de 26 ans. Je vis dans une très petite ville et aucun vétérinaire n'est disponible le week-end. Vendredi soir, elle a commencé à pousser des cris que je n'avais jamais entendus. Il aurait fallu attendre lundi matin pour pouvoir l'emmener chez un vétérinaire. J'ai alors demandé à mon mari de m'aider à lui donner quelque chose pour l'apaiser, un reste de médicaments que j'avais après une opération. Je l'ai fait boire doucement avec une petite seringue sans aiguille. En une dizaine de minutes, elle s'est endormie et une vingtaine de minutes plus tard, elle est partie paisiblement. J'ai commencé l'université au même moment où ma sœur aînée est entrée en école de médecine.
Comme nos établissements se trouvaient tous les deux dans le centre-ville, nos parents ont décidé de louer un appartement à proximité pour que nous puissions y vivre ensemble. Les 3 premiers mois se sont déroulés sans problème. Je me suis fait des amis à l'université et j'ai commencé à les inviter régulièrement pour traîner, étudier ou simplement discuter. Un jour, l'un d'eux s'est retrouvé dans une mauvaise situation et avait besoin d'un endroit où loger pendant un mois. J'en ai parlé à mes parents qui, après quelques hésitations, m'ont dit de rester vigilant et que la durée d'accueil ne devait pas dépasser un mois. Au début tout se passait très bien. Même ma sœur disait qu'il avait l'air sérieux et respectueux. Avec le temps, il s'est un peu trop senti chez lui. Il a commencé à se promener torse nu dans l'appartement. Je lui ai demandé de faire un effort parce que ma sœur vivait avec nous. Il a compris et pendant un moment tout est revenu à la normale. Hier, en rentrant, l'appartement était silencieux. Je ne l'ai pas trouvé dans le salon ni dans la cuisine. J'ai pensé qu'il était sorti. Puis, en passant devant la chambre de ma sœur, je me suis arrêté parce que la porte était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil machinal, sans réfléchir, et je les ai vus tous les deux endormis dans son lit. Leur attitude, leur proximité, tout indiquait clairement qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Ils ne m'ont pas remarqué et je suis retourné dans ma chambre sans faire de bruit. Je me suis assis sur mon lit en essayant de comprendre ce que je venais de voir. Toute la soirée j'ai fait semblant de rien, mais dans ma tête ça tournait en boucle. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Je me sens trahi d'une certaine manière, même si je ne sais pas si j'en ai vraiment le droit. C'était un ami, quelqu'un que j'avais décidé d'aider. Et ma sœur, elle, n'a rien dit non plus. Je me dis souvent que si la situation avait été inversée et si j'avais dormi chez lui puis que j'avais fini par me rapprocher de sa sœur, il aurait probablement explosé de colère. Peut-être même qu'il m'aurait passé à tabac sans réfléchir. Cette pensée ne m'aide pas à me calmer, au contraire elle m'énerve encore plus. Je suis partagé entre envie de confronter tout le monde et peur de déclencher un chaos total dans l'appartement et dans ma famille. Quand j'étais adolescent, je rendais souvent visite à une femme plus âgée qui habitait dans ma rue. Je l'aidais pour des tâches ménagères en échange du soutien scolaire qu'elle m'offrait. Comme elle vivait tout près, j'arrivais souvent en tongs et je restais pieds nus chez elle. Elle faisait parfois des commentaires étranges à ce sujet mais je n'y prêtais pas vraiment attention. Un jour d'été, après une séance de tutorat, elle m'a proposé de me rafraîchir dans sa piscine. Je n'avais pas de maillot et elle m'a dit que ce n'était pas grave, que je pouvais me baigner avec mes vêtements. Je l'ai fait, mais quand je suis sorti de l'eau ils étaient trempés. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose de sec à me prêter et elle a simplement répondu que je pouvais continuer à l'aider comme ça. J'ai trouvé ça bizarre mais j'ai continué à faire ce que j'avais à faire et je suis rentré chez moi après coup. Quelques années plus tard, alors que j'étais désormais étudiant, je suis repassé pour lui dire bonjour. C'est sa fille, qui devait avoir autour de 25 ou 30 ans, qui m'a ouvert. Elle m'a tiré à part et m'a dit à voix basse que ce n'était peut-être pas une bonne idée de revenir. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a expliqué qu'elle avait découvert des dessins que sa mère avait faits, me représentant en train d'aider à la maison dans des situations qui la mettaient mal à l'aise. J'ai postulé l'année dernière pour un poste en télétravail. L'intégration a été un chaos total. Tout se faisait par mail, les informations arrivaient au compte-gouttes, d'une manière ou d'une autre, ils ont complètement oublié de m'assigner à une équipe. J'ai attendu, j'ai envoyé quelques messages pour demander ce que je devais faire, mais personne ne m'a jamais répondu. Au bout d'un moment, j'ai fini par me dire que j'allais simplement patienter jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte de mon existence. 3 mois ont passé. Je recevais mon salaire toutes les 2 semaines. Pas de tâches, pas de réunions, pas d'instructions. Rien. J'avais l'impression d'être un fantôme sur la fiche de paie. J'ai fini par accepter l'idée que ce poste était une sorte de revenu universel déguisé. Je me suis mis à voyager, à jouer aux jeux vidéo, à profiter de ma vie comme si j'étais en congé permanent. Je faisais des randonnées en pleine semaine, je prenais des cafés en terrasse pendant que les autres étaient en visioconférence et je regardais mes comptes bancaires gonfler sans le moindre effort.
La semaine dernière, un mail du service RH est finalement arrivé. Un message court et sec qui disait que ma performance n'était pas à la hauteur des attentes. J'ai éclaté de rire. Quelle performance! Je n'avais même jamais ouvert une seule application interne de l'entreprise. Ils m'ont ensuite annoncé ma mise à la portée, comme si tout cela n'était pas assez absurde, ils ont joint une indemnité de départ. Je n'ai même pas répondu. Je n'avais rien à dire. On venait de me verser presque $20 000 pour ne rien faire pendant plusieurs mois. Une partie de moi se sent coupable, forcément. Une autre a l'impression d'avoir vécu une parenthèse improbable, un petit moment où le système s'est emmêlé les pinceaux et m'a involontairement offert une liberté totale. J'ai vu un homme mettre fin à ses jours. En personne, juste devant moi. Pour donner un peu de contexte, je suis instructeur en armes à feu et agent de sécurité sur un stand de tir. Avant que n'importe quel visiteur vienne tirer pour la première fois, quelle que soit son expérience, il doit s'enregistrer sur nos iPads à l'entrée et regarder une vidéo de sécurité. On y explique les règles de notre stand et les principes universels de sécurité. Chaque visiteur qui n'est ni agent des forces de l'ordre ni détenteur d'une licence d'arme doit venir avec un partenaire et une pièce d'identité valide. Personne ne tire seul sans répondre à ces critères. Toujours garder l'arme pointée dans une direction sûre. Toujours garder le doigt hors de la détente tant qu'on n'est pas prêt à tirer. Toujours garder l'arme déchargée tant qu'on ne l'utilise pas. Connaître sa cible et ce qui se trouve derrière. Connaître le fonctionnement du système de sécurité de son arme. Toujours porter des protections oculaires et auditives. Ne jamais consommer drogue ou alcool avant ou pendant l'utilisation d'une arme. Voilà pour les bases. Pour nous, la sécurité passe avant tout. Peu importe le niveau d'expérience, si un responsable estime qu'un tireur agit de manière dangereuse, il sera expulsé, banni et ne sera pas remboursé. De plus, avant d'entrer sur le pas de tir, les nouveaux visiteurs passent un cours pratique pour vérifier qu'ils ont bien compris les règles. Pendant cette formation, on montre les bons gestes, mais on observe aussi les comportements, les attitudes, les signes potentiels d'un problème. Malheureusement, cet homme ne montrait absolument aucun signe inquiétant. Rien ne laissait penser qu'il avait l'intention d'utiliser l'arme contre lui. Il riait, discutait avec nous et avec les autres employés. Un vendredi, début septembre, vers 16h, 2 hommes sont venus louer un pistolet. Ils ont fait tout le processus d'inscription, puis sont entrés sur le stand, supervisés par moi et mon collègue. Il y avait 2 autres tireurs, dont l'un que je connais bien. Après environ 70 ou 80 tirs, l'un des 2 hommes s'est avancé, a tiré quelques coups sur sa cible, puis a retiré sa protection auditive. Ensuite il s'est retourné et a dirigé l'arme vers lui. Avant même que j'aie pu lever les mains ou crier, il a appuyé sur la détente. Il est tombé immédiatement et il n'y avait malheureusement plus rien à faire. Nous avons évacué les autres tireurs pendant que le sang commençait déjà à s'étendre autour de lui. Nous avons des boutons d'alarme d'urgence sur les murs du stand et au comptoir. J'ai ouvert le boîtier et appuyé sur celui pour les secours médicaux. Mon collègue a radioé pour signaler un suicide et demandé à l'employé de l'accueil d'appeler le 911. Nous sommes restés près de lui sans vraiment savoir ce que nous pouvions encore faire ou ce que nous aurions pu faire différemment pour empêcher cela. Ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait aucun signe, aucun indice, rien qui laissait penser qu'il envisageait d'en finir. Serrez vos proches dans vos bras. Dites-leur que vous les aimez. Appelez votre famille. Appelez vos amis. Vérifiez qu'ils vont bien. On ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un traverse, et j'ai appris cette leçon de la manière la plus dure. Il y a environ une semaine, j'ai été agressé sexuellement par la femme de mon ami proche. Cela s'est produit chez eux. Nous fêtions l'anniversaire d'un ami et quand la soirée s'est calmée, nous n'étions plus que tous les 3. La femme de mon ami était ivre et elle s'est mise à me faire des avances que je ne voulais absolument pas. Au début, elle a essayé de m'embrasser et j'ai dit non. Mon ami dormait sur l'autre canapé, à quelques mètres de nous. Je n'ai pas beaucoup réagi au début parce que je ne savais pas comment gérer la situation.
Je crois que je ne voulais pas que mon ami découvre que sa femme me mettait dans cette position. Je continuais simplement à retirer sa main de mon corps et je lui disais doucement d'arrêter. Mais elle n'a pas arrêté. Son comportement est devenu de plus en plus insistant jusqu'à ce que je me décide enfin à me lever pour partir. Elle a essayé de m'en empêcher et a encore tenté de me toucher. Je lui ai attrapé les bras pour les maintenir contre elle et je lui ai demandé clairement d'arrêter. Elle a alors fondu en larmes et s'est mise à s'excuser sans vraiment comprendre ce qu'elle venait de faire. Je l'ai finalement aidée à aller se coucher. Depuis ce soir-là, nous n'avons plus échangé un seul mot. Mon ami qui est son mari a un cancer au stade 4 et nous nous connaissons depuis l'adolescence. Nous nous sommes encore plus rapprochés depuis l'annonce de sa maladie. Aujourd'hui je suis complètement perdu. Je me sens coupable, confuse et je repense à cette scène en boucle. Je n'ai aucune idée de la manière d'aborder tout cela avec l'un ou l'autre. Je sais que quoi que je fasse ou dise, tout risque d'avoir des conséquences lourdes et je n'arrive pas à supporter l'idée de lui faire du mal alors qu'il se bat déjà pour sa vie. En même temps je ne peux pas rester avec ce poids silencieux, parce que plus les jours passent plus je sens que cette histoire est en train de me ronger. Il y a quelque temps, j'ai eu un plan d'un soir avec un homme rencontré dans un bar. Une nuit totalement normale, rien d'étrange. Le lendemain matin, il m'a soudain demandé si j'envisagerais un jour de porter un faux ventre de grossesse. Je pensais qu'il plaisantait, mais il est devenu timide d'un coup et a avoué qu'il avait un faible pour les femmes enceintes. Pas forcément de façon sexuelle, plutôt dans le registre du fantasme du protecteur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que la nuit avait déjà été un peu chaotique et imprévisible, mais j'ai dit oui. Il avait même un faux ventre en silicone chez lui, ce qui peut être vu comme un énorme signal d'alarme ou comme une coïncidence amusante selon la perspective. Il m'a demandé si je voulais le porter et passer un moment avec lui. Je l'ai fait. Il m'a traité comme si j'attendais réellement son enfant, portant des choses pour moi, me disant de m'asseoir, me demandant toutes les 5 minutes si j'avais besoin d'eau. Avant que je parte, il m'a dit qu'il connaissait d'autres hommes qui étaient attirés par la même chose. Pas un club officiel, plutôt un petit groupe discret de gars qui partagent ce fantasme. Et il m'a demandé s'il pouvait parler de moi. Résultat, je me retrouve à être payé pour enfiler un faux ventre et rencontrer ces hommes pour un café, une promenade ou autre. Ce n'est jamais sexuel, mais c'est clairement lié à un fétichisme. Ils veulent cette ambiance de petite amie enceinte. Parfois ils me demandent de porter quelque chose de trop lourd pour pouvoir intervenir. Ou ils me tendent un objet posé par terre pour que je galère à me pencher, puis accours comme si j'étais fragile. Un jour, l'un d'eux m'a même demandé de nettoyer une petite tache au sol juste pour me voir essayer de m'agenouiller avec le ventre. Tout tourne autour du scénario. C'est ridicule, mais l'argent est bon et honnêtement c'est plutôt inoffensif. Juste du jeu de rôle un peu gênant et intime avec des hommes excessivement prévenants. Mes amis pensent que je fais des petits boulots tout à fait banals. Personne ne sait que je me promène dans d'autres villes avec un ventre en silicone sous mon en donnant l'impression d'être enceinte de 7 mois. J'ai passé une très bonne journée avec ma femme. On est sortis, on a mangé ensemble, on a fait l'amour, puis on s'est blotti l'un contre l'autre. C'était une journée parfaite. Cette nuit-là, elle s'est endormie et moi je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'ai vu son téléphone s'allumer plusieurs fois. Comme il était tard et que j'étais seul éveillé, j'ai fini par le prendre pour regarder. C'était un snap envoyé par un compte que je ne connaissais pas. En fouillant un peu, j'ai découvert qu'elle parlait avec son ex depuis des jours, quasiment en continu. Je l'ai réveillée pour qu'on en parle. Elle m'a dit qu'il venait de redevenir célibataire et qu'il l'avait recontacté. Elle comptait m'en parler. Au fil de la discussion, elle a fini par admettre qu'une part d'elle avait envie de coucher avec lui. Ma femme sait très bien exprimer ce qu'elle veut et elle est le genre de femme qui attire naturellement l'attention. Petite, splendide, pleine d'assurance et douée dans tellement de domaines. J'ai conscience d'être un homme chanceux. Je suis marié. Je suis amoureux. J'ai fini par céder face à l'intensité de ce qu'elle ressentait.
Cela ne date que de quelques jours et il ne s'est encore rien passé entre eux. Mais ils s'envoient des snaps en continu depuis. Je ne sais pas encore où tout cela va nous mener. Je sens que quelque chose est en train de se jouer et j'essaie de garder la tête froide même si je me surprends à guetter chacune de ses réactions, comme si tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Une partie de moi veut croire qu'elle cherche seulement à comprendre des émotions anciennes qu'elle n'avait jamais vraiment affrontées. Une autre partie a peur que cette porte que j'ai ouverte ne se referme plus. Je vous tiendrai au courant de la suite, parce que moi-même je ne sais pas encore comment cette histoire va évoluer ni jusqu'où elle va nous pousser. Mon père est mort plus tôt ce mois-ci. Avec mes frères et sœurs, nous avons passé les dernières semaines à régler ses affaires, vider son logement et faire toutes les tâches qui accompagnent la perte d'un parent. En tant qu'aîné, j'ai pris en charge beaucoup des choses les plus délicates. Et par délicate, j'entends trier des objets personnels dont le contenu peut être douteux ou gênant. Par exemple, je vais devoir passer en revue des cassettes VHS pour distinguer les spectacles scolaires de ma sœur des enregistrements beaucoup plus privés de mon père. Certaines cassettes sont étiquetées, d'autres pas du tout. C'est un vrai coup de dé. Aujourd'hui, ma sœur a résilié le forfait téléphonique de mon père. J'ai récupéré son téléphone. Un appel professionnel a été annulé et j'ai eu 1 heure de libre. J'ai décidé de regarder ses photos et ses vidéos pour sauvegarder celles qui en valent la peine et supprimer le reste. Je pensais pouvoir m'attendre à tout mais je n'étais absolument pas préparé à ce que j'allais voir. Les vignettes des vidéos étaient difficiles à distinguer donc je devais lancer chaque fichier pour comprendre de quoi il s'agissait. Au début c'était plutôt agréable. J'ai trouvé de petites vidéos de mes enfants quand ils étaient bébés que je n'avais jamais vues. J'ai trouvé des moments touchants entre ma mère et mon père datant d'il y a 10 ou 15 ans. J'étais lancé. Puis je suis tombé sur une vidéo qui m'a glacé. L'image s'est mise au point et j'ai vu le visage de mon père filmé d'assez près. En quelques secondes j'ai compris que je venais d'ouvrir quelque chose de très intime, le genre de vidéo qu'aucun enfant ne souhaite découvrir. J'ai refermé le fichier aussitôt mais j'ai quand même eu le temps d'en entendre un peu trop. Je n'en veux pas à mon père d'avoir eu une vie intime après la mort de ma mère. Je suis même presque sûr que la personne dans la vidéo était sa nouvelle compagne, ce qui rend la chose moins dérangeante d'une certaine façon. Mais tomber là-dessus si peu de temps après son décès, ça m'a vraiment secoué. Je peux en parler à 2 ou 3 amis proches mais dans l'ensemble je dois surtout encaisser ça seul. Et il reste sûrement d'autres vidéos potentiellement intéressantes que je devrais trier mais maintenant je ne suis plus très motivé. Le week-end dernier a été un véritable brouillard pour moi. Ma meilleure amie vient de rompre avec son compagnon après 5 années de relation. Depuis longtemps elle me parlait de ce lien qui l'étouffait et l'emprisonnait, et je sentais à quel point elle se débattait intérieurement sans oser franchir le pas. Elle a 33 ans et j'en ai 27. Elle est venue chez moi juste après la rupture. Elle a vidé son sac, raconté tout ce qu'elle avait retenu trop longtemps. Pour lui changer les idées, nous sommes sortis manger et faire un peu de shopping. Pendant quelques heures elle a réussi à souffler. Mais le soir, une fois rentrée, tout ce qu'elle avait tenté de repousser est revenu d'un seul coup. Elle a éclaté en sanglots. Je l'ai prise dans mes bras pour essayer de la calmer. C'est alors qu'elle s'est penchée vers moi pour m'embrasser. Elle pleurait encore. Je l'ai arrêtée une première fois, puis une deuxième, parce que je ne voulais pas profiter de sa vulnérabilité. Elle insistait pourtant, pas par caprice mais parce qu'elle était incapable de contenir ce mélange de douleur, de besoin d'affection et de soulagement brutal. Je lui ai demandé si elle était vraiment sûre d'elle, si ce qu'elle voulait venait d'un endroit sincère et pas seulement de son chaos du moment. Elle m'a répondu qu'elle avait besoin d'évacuer tout ce qu'elle avait accumulé au fil de ces années et que c'était sa manière d'y parvenir. Elle m'a remercié pour ma présence tout au long de cette période difficile. Cette nuit-là, nous avons partagé des moments intimes à plusieurs reprises, et il y a eu un moment où elle a voulu aller plus loin que je ne l'aurais imaginé dans son état. Je ne sais toujours pas si c'était une bonne décision. Je me demande si j'ai franchi une ligne que je n'aurais pas dû dépasser ou si, au contraire, j'ai simplement été là comme elle en avait besoin. C'est ma confession. Je ressentais le besoin de la dire quelque part parce que depuis ce soir-là je me repasse tout en boucle.
J'essaie de comprendre ce qui était juste, ce qui ne l'était pas et ce que cela va signifier pour nous deux à partir de maintenant. J'ai 30 ans et je pèse 80 kilos. Je vais continuer à faire ça même quand j'en aurai 70. Je m'allonge et je mange en me détendant, en fumant de l'herbe et en jouant sur mon téléphone ou à des jeux vidéo. Ce n'est même pas inconfortable, ça me donne presque une ambiance d'Halloween. Je n'en mange pas trop, heureusement mon reflux gastrique m'empêche d'en avaler en excès, donc ce n'est pas dangereux pour ma santé. Le seul vrai risque serait qu'un bâton de sucette me pique l'œil pendant mon sommeil, mais je les garde loin des oreillers, plutôt vers le milieu et le bas du lit. Je n'ai jamais fait ce genre de choses enfant et j'aurais trouvé ça bizarre quand j'étais gosse ou ado. Mais maintenant que je suis adulte, je trouve ça complètement normal et je pense que davantage de gens devraient essayer. C'est un peu bruyant. Imagine un homme de 30 ans qui roule dans un lit rempli de bonbons emballés. Je vis seul, mais mes deux chats dorment toujours avec moi et ils adorent ça eux aussi. Ils dorment dans l'île de bonbons avec moi et bondissent dedans comme des furets dans un bassin de balles. Parfois j'ai l'impression d'être un dragon qui garde son trésor. L'un des meilleurs aspects, c'est que si je me réveille très tard avec un petit creux ou une envie de grignoter, comme je dors littéralement dedans, je peux simplement fouiller et trouver quelque chose à manger puis me rendormir aussitôt sans avoir à me lever. Je ne jette pas les papiers dans le lit ou par terre, je garde un sac à côté du lit pour ça. Donc c'est un désordre propre si ça a du sens. Parfois je suis assis dans mon île de bonbons et je me demande ce qui se passerait si quelqu'un entrait par effraction pendant que je dors et me voyait moi et mes deux chats endormis comme ça. Qu'est-ce qui lui passerait par la tête ? Je suis jalouse des femmes grosses qui sont dans des relations amoureuses épanouies. J'étais obèse autrefois. J'ai perdu environ 27 kilos et aujourd'hui je suis à un poids considéré comme normal pour une femme d'1,65 m. Je pensais devenir beaucoup plus attirante en perdant ce poids. Au fond, je voulais changer pour moi, mais je dois reconnaître que le désir d'être perçu différemment par les autres m'a poussé chaque jour. Je voulais que mon apparence reflète enfin quelque chose qui me rendrait plus visible, plus aimé, plus digne d'intérêt. Alors maintenant, quand je vois des femmes grosses dans des relations qui semblent stables et pleines d'affection, je ressens cette pointe de jalousie. Ce n'est pas contre elles. C'est comme si leur bonheur me rappelait quelque chose de très ancien et de très douloureux en moi. Je croyais que j'étais non aimable quand j'étais obèse. Et même après ma perte de poids, une partie de moi reste figée dans cette idée. Je me regarde dans le miroir et je souris parfois, mais mon cœur me dit encore que je ne mérite pas l'attention ou la tendresse que je vois chez les autres. Je crois que je me suis raconté une histoire où ma valeur dépendait de ma silhouette. Je me suis dit que le jour où je serais mince, tout deviendrait plus simple. Mais les kilos sont partis et l'insécurité est restée. C'est peut-être pour cela que je réagis ainsi en voyant d'autres femmes que la société juge sévèrement vivre quelque chose que je n'arrive pas à trouver pour moi. C'est comme si leur bonheur contredisait tout ce que je m'étais répété pendant des années. Toutes les quelques semaines, quelqu'un au travail envoie un courriel pour demander de l'argent pour un cadeau collectif. Des fêtes prénatales, des anniversaires, des départs à la retraite, des mariages, ça ne s'arrête jamais. Et je ne participe pas. J'oublie de répondre. Je suis mystérieusement indisponible quand ils passent collecter les contributions. Je hoche poliment la tête quand on m'en parle, puis je ne fais absolument rien. Parce qu'honnêtement, je connais à peine ces gens. On partage un bureau, pas une vie. Pourquoi serais-je obligé de financer la fête prénatale de Karen alors que nous avons eu 3 vraies conversations au maximum ? Au début, c'était simplement de la distraction sincère, puis j'ai compris que personne n'en avait vraiment quelque chose à faire. Ils envoyaient une relance, je l'ignorais et la vie continuait. Alors j'en ai fait une règle personnelle, je ne participe pas aux cadeaux de groupe. Certains pensent sûrement que je suis radin ou impoli. Peut-être que je le suis. Mais je préfère être honnête sur le fait que je n'ai pas envie de participer plutôt que de faire semblant de m'y intéresser tout en le détestant en silence. Si j'apprécie vraiment quelqu'un, je lui offrirai quelque chose moi-même. Mais j'en ai fini avec cette culture des cadeaux imposés au travail où tout le monde met sa part par culpabilité.
J'étais sur mon balcon hier soir en train de fumer et j'ai réalisé que je ne me sentais pas du tout coupable. Les relations de travail sont déjà assez transactionnelles sans ajouter par-dessus des obligations de cadeaux. Voilà. Je suis cette personne et ça me va très bien. Je viens d'apprendre ce matin qu'en 2018 mAh avait prévu de me tuer dans un meurtre suivi de son suicide. À l'époque, je ne le savais pas. Quelques mois plus tôt, mon père avait été arrêté pour des faits de terrorisme intérieur et elle avait sombré très vite. Elle était complètement perdue, bouleversée par ce qu'était devenu notre vie. Une nuit particulièrement difficile, j'ai dû lui arracher un couteau de cuisine des mains et appeler les autorités. À ce moment-là, je pensais qu'elle voulait seulement mettre fin à ses jours. Je n'avais aucune idée du fait qu'elle avait imaginé me faire partir avec elle en croyant me protéger de la souffrance. La révélation me frappe par vagues et je passe d'un extrême à l'autre, entre tentatives d'humour pour tenir debout et crises de larmes que je n'arrive pas à contrôler. C'est comme si une porte s'était ouverte sur quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris, quelque chose d'enfoui qui explique soudain pourquoi ces années-là ont laissé un poids étrange dans mon esprit. Je revis ce souvenir avec un regard complètement différent, comme si j'essayais de recoller des morceaux d'une histoire que je croyais connaître. Une partie de moi ressent de la compassion pour ce qu'elle traversait alors parce qu'elle était totalement brisée par la peur et la solitude. Mais une autre partie est terrifiée par ce que j'ai frôlé sans même le savoir. C'est un mélange d'incompréhension, de chagrin et de vertige qui remonte encore et encore. Je ne sais pas encore comment intégrer cette vérité à ma vie actuelle, mais je sens déjà que je ne pourrai pas la garder pour moi éternellement. Pour l'instant, j'essaie juste de respirer et de mettre des mots sur ce qui me secoue au fond depuis tant d'années. Mon frère qui a 23 ans est un violeur. Je le sais parce que sa petite amie du lycée est venue voir moi et ma cousine il y a 2 ans et nous a raconté qu'il l'avait forcé à avoir des rapports sexuels avec lui à plusieurs reprises. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les choses qu'elle nous a avouées étaient vraiment atroces. Au cours des 2 dernières années, je n'ai pas vraiment pu faire quoi que ce soit contre lui parce qu'elle ne voulait pas porter plainte ni aller voir la police. Me et ma cousine l'avons supplié de le faire. Et aussi parce qu'il vivait dans le Tennessee alors que je vivais au Texas, donc je ne pouvais qu'en parler autour de moi et prévenir les gens de ce qu'il avait fait. Avançons jusqu'à décembre dernier. Il emménage chez ma grand-mère parce qu'il veut revenir au Texas depuis le Tennessee. Je vis aussi chez ma grand-mère. Je lui ai expliqué clairement à quel point c'est une mauvaise personne, qu'il n'est pas quelqu'un de sûr et ce qu'il avait fait à sa petite amie et que je ne me sens plus en sécurité autour de lui. Je suis encore en train de chercher un logement plus sûr, c'est difficile en ce moment, surtout pour une femme queer. Elle n'a pas vraiment écouté et l'a laissé s'installer. Je découvre vers février qu'il prend des drogues comme de la codéine, de la prométhazine, des hydros, du DXM, de la cocaïne, des ballons de protoxyde d'azote, de l'alcool à la pelle et beaucoup d'herbes. Sachant que son ex ne voulait pas porter plainte, sachant que j'ai essayé d'expliquer à plusieurs membres de ma famille comme ma mère, mon père, mes grands-parents, mon oncle ce qu'il avait fait et que rien n'a été fait, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je vais faire disparaître ses vices. Oui, j'ai trouvé des liasses et des liasses d'argent qu'il gardait et je les ai dépensés pour un nouveau vape avant de donner le reste à un refuge pour femmes. Tout l'alcool qu'il achetait, je le buvais et je remplissais les bouteilles avec mon urine après. Toute l'herbe qu'il laissait traîner, je la prenais et je la fumais jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Toutes les pilules qu'il avait, je mettais de l'eau dans la bouteille pour les rendre inutilisables ou plus difficiles à prendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas aller se plaindre auprès de ma grand-mère baptiste conservatrice pro-MAGA que je vole ses drogues illégales. Je sais qu'il ne le fera pas parce que je fais ça depuis presque 1 an et il n'a jamais rien dit. Je vais continuer. Il a acheté un 6-pack de cidre à la pomme aujourd'hui et je les ai tous bu puis je les ai remplacés avec moitié des bouteilles d'urine qu'il avait dans sa chambre et moitié de la mienne. C'est plus difficile quand on est une fille, alors j'ai dû être créative et certaines sont moitié urine moitié eau parce que je n'avais pas une bonne visée. Je me sens tellement impuissante dans ma famille. J'essaie de leur faire comprendre ce qu'il a fait et à quel point il a fait souffrir son ex.
J'essaie de leur expliquer comment il me faisait mal quand j'étais enfant et qu'il entrait dans ma chambre sans prévenir pour soi-disant me faire une blague et essayer de me surprendre dans une position vulnérable si j'étais en train de me changer ou autre chose. C'est un putain de prédateur. Alors qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Personne ne m'écoute, sa victime ne portera pas plainte, ma famille minimise, je vais lui pourrir la vie d'une manière ou d'une autre. Je m'en fiche complètement. Tu as violé une femme, frère. Tu mérites l'enfer. En conclusion, je me sens justifié dans mes actions mais je cache ces choses aux gens que je connais parce que je ne sais même pas comment commencer une conversation où j'explique que mon frère est un violeur et que personne dans ma famille ne semble s'en préoccuper. Même pas sa victime qui est coincée dans une culpabilité catholique en pensant qu'elle est une pécheresse pour avoir eu des relations sexuelles alors que ce n'est pas elle la fautive et qu'elle a été violée et que Jésus la pardonnerait entièrement. C'est tellement écrasant comme situation donc je fais ce que je peux pour rendre sa vie misérable en attendant. Je n'ai pas l'argent ou les ressources pour lui intenter une action en justice ou trouver une voie légale contre lui, donc je fais ce que je peux. Et je lui donne le froid, j'ignore son existence et je lui vole aussi sa nourriture. Les ailes de la semaine dernière étaient incroyables et la pizza d'aujourd'hui aussi. Va te faire foutre Will. Depuis 9 mois je suis en couple avec mon petit ami et dans l'ensemble tout se passe très bien. C'est quelqu'un de vraiment bien, il a un bon travail, une famille adorable, il est attentionné, séduisant et on partage beaucoup de choses. Plus le temps passe plus je me sens bien avec lui, comme si on construisait quelque chose de solide sans même s'en rendre compte. Il y a pourtant un domaine où l'harmonie est un peu plus fragile. Notre intimité est parfois compliquée. Il a un corps qui ne correspond pas toujours au mouvement ou aux positions que nous voudrions essayer et de mon côté ma morphologie demande un certain ajustement pour que les choses se passent naturellement. Dans certaines situations tout se passe bien mais dès que l'on veut sortir de notre confort habituel on se retrouve confronté à des moments d'hésitation et parfois de frustration. On se retrouve à rire pour dédramatiser mais derrière ce rire il y a un petit malaise que je vois dans son regard. Je sais qu'il en souffre. Il ne le dit jamais mais il se crispe légèrement quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu et je sens que cela touche sa confiance. Alors j'essaie toujours de lui montrer que ce n'est pas un problème pour moi, que je tiens à lui et que l'important est ce que l'on construit ensemble. J'essaie de le rassurer, de l'encourager, de préserver cette douceur entre nous. Malgré tout cette situation me travaille. Pas parce que je suis obsédé par des normes ou des comparaisons mais parce que c'est la première fois que je rencontre ce type de difficulté et je ne sais pas encore comment l'aborder avec lui sans qu'il se sente diminué. Je n'ai jamais été du genre à choisir un partenaire en fonction de critères physiques arbitraires et je n'ai aucune attente démesurée. J'aimerais seulement que notre complicité devienne plus fluide, que l'on puisse en parler sans gêne et que l'on trouve ensemble une façon de vivre ces moments avec confiance. Mon fils de 16 ans est le plus gros connard que je connaisse. Je le déteste un peu en ce moment. Il a été cruel, incroyablement insensible, il me harcèle tout le temps au point d'avoir dépassé les limites physiquement. Il a décroché de l'école, ne veut pas trouver de travail. Il agit comme un gamin à la dérive. Je suis en contact étroit avec l'école, son conseiller scolaire, et je vais voir son psychiatre et son médecin cette semaine. L'année dernière il était en classe AP et au Nord. Il a travaillé comme maître nageur cet été et semblait vraiment s'épanouir. Il est parti pour un voyage scolaire en Europe, un voyage unique dans une vie. Il est revenu et a laissé tomber son travail et il a commencé à agir comme un voyou. Il a changé d'apparence pour avoir l'air d'un voyou. Je faisais plein de choses gentilles pour lui tout le temps, j'ai passé des heures à lire des livres sur les garçons adolescents et j'ai essayé toutes les approches que j'y ai trouvées mais rien n'a fonctionné. Son père et moi sommes divorcés et il ne sert à rien. Il me traite comme de la merde et je sais que je ne le mérite pas. Il ment tout le temps et fait ce qu'il veut. Il fait de la musculation et est bien plus fort que moi et il s'en est servi pour me faire peur à plusieurs reprises. Le stress quotidien de tout cela détruit la moindre joie ou le moindre espoir que j'avais dans ma vie. Honnêtement je pense qu'il a besoin d'être remis à sa place mais je n'ai aucun moyen de le faire et il agit comme un petit coq arrogant avec ses amis.
Je crois sincèrement qu'un jour quelqu'un ou plusieurs personnes finiront par lui casser la figure et je crois qu'il en a besoin. Suis-je horrible de penser ça? Je ne suis pas une mère parfaite mais j'essaie tellement avec ce gamin. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont juste paresseux, incapables, complètement à côté de la plaque et incapables de comprendre que les notes sont importantes? Ils pensent que c'est normal de traiter leur mère comme de la merde. Quand j'étais en première, je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs, je préparais le dîner puis j'allais travailler au centre commercial jusqu'à 10h du soir. Mon père ne vérifiait jamais si j'avais des devoirs non faits, ne m'aidait jamais. La seule conversation qu'il a eue avec le conseiller scolaire, c'est lorsque nous avons découvert que j'avais assez de crédit pour obtenir mon diplôme en 3 ans. Ensuite j'ai commencé à travailler immédiatement et j'ai eu mon propre appartement quand j'avais 19 ans mais dès que j'avais fini le lycée je payais un loyer et j'achetais ma propre nourriture. J'ai aussi d'autres problèmes de santé graves et avec ça et le travail tout est difficile pour moi. À ce stade je déteste un peu ce gamin. Je ne l'aime vraiment pas. C'était une personne complètement différente jusqu'à la fin de l'été dernier. Nous étions proches, il était gentil, drôle, nous faisions des activités ensemble. Maintenant je ressens de l'angoisse quand je rentre chez moi. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. J'ai l'impression qu'il me déteste et il m'a dit « Je ne veux rien avoir en commun avec toi quand je serai adulte. Je veux savoir ce que j'ai fait de si horrible. » Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter tout ça. J'ai 24 ans et je vis avec mon colocataire qui a le même âge que moi. On est dans la même université et on a rapidement pris nos habitudes après notre première année. Tout a commencé un soir où j'étais complètement saoul après une fête. Je suis rentré dans un état lamentable et je me rappelle vaguement m'être installé contre lui pour dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé allongé sur lui comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'avais un terrible mal de tête et je regrettais déjà mes décisions de la veille. Il a pris soin de moi avec une patience incroyable. Il m'a apporté de l'eau, des médicaments et il est resté près de moi le temps que je retrouve mes esprits. Quand il a vu que j'allais mieux, il m'a dit que ça ne l'avait pas dérangé que je me sois endormi sur lui et que la seule chose qui l'intéressait c'était de savoir si moi j'étais à l'aise avec ça. Je lui ai répondu que oui. Depuis ce matin là, une sorte de rituel s'est installé entre nous. On se retrouve presque chaque soir dans sa chambre pour se blottir l'un contre l'autre. Son lit est rempli de peluches et tout y est tellement confortable qu'on a l'impression de s'installer dans une petite forteresse de calme. Habituellement je dors très mal à cause de mon insomnie mais quand je suis contre lui je m'endors vite et je me réveille comme si j'avais enfin trouvé un endroit où mon corps pouvait se reposer sans lutter. Je ne ressens pas d'amour romantique en faisant ça, du moins pas consciemment. Pour moi c'est comme une habitude étrange mais rassurante, quelque chose qui nous permet de souffler après les journées compliquées. J'en ai parlé à une amie très proche qui a éclaté de rire et m'a lancé que c'était incroyablement gai. Je suis persuadé d'être hétéro et je n'ai jamais pensé autrement. Mon colocataire aussi ne s'est jamais présenté comme autre chose qu'hétéro. En tout cas c'est ce que je crois. Alors je me pose des questions. Et si ce rituel était simplement une forme d'affection amicale qui nous convenait à tous les deux? Peut-être que c'est juste rare pour deux mecs d'être aussi à l'aise l'un avec l'autre. Peut-être aussi que la proximité physique apporte du réconfort sans impliquer de désir. J'ai remarqué que depuis que cette habitude existe, notre relation est devenue plus fluide. On se parle plus facilement, on partage nos soucis, nos petites victoires et même certains secrets que je ne confie à personne d'autre. Il y a quelque chose de doux dans cette complicité, quelque chose de simple qui n'a pas vraiment besoin d'une étiquette. Dans ma famille, on me connaît pour offrir des cadeaux très élaborés. C'est une blague qui dure depuis longtemps et cela implique souvent quelque chose de pénible ou difficile à ouvrir. Quand j'ai décidé d'en préparer un pour mon mari, je pensais qu'il comprendrait tout de suite. Il n'a absolument rien vu venir. Nous sommes une famille de collectionneurs de cartes Pokémon. Mon mari, mon fils et moi collectionnons chacun des séries différentes. Mon mari collectionne Temporal Force. Il était arrivé à ce stade que tous les collectionneurs connaissent, où obtenir une nouvelle carte dans un pack devient rare.
Il se plaignait de n'avoir jamais réussi de sa vie à compléter un set entier. Je savais donc que je voulais lui offrir les cartes qui lui manquaient. Mais simplement lui donner les cartes n'avait aucun charme. Toute la magie du collectionneur vient de la découverte au moment où l'on ouvre un booster. J'ai donc acheté toutes les cartes qui lui manquaient et une quinzaine de lots de boosters. Ensuite j'ai ouvert les boosters le plus délicatement possible. J'ai retiré les cartes et je les ai remplacées par celles qui lui manquaient avant de refermer les paquets. Ces boosters étaient blindés. Certaines pochettes contenaient plusieurs holos, des holos dorés, des holos arc-en-ciel, et j'avais même acheté des versions shiny des cartes normales dès que c'était possible. Je pensais qu'il en ouvrirait quelques-uns et qu'il comprendrait ce que j'avais fait. Mais non. Il a tout ouvert en devenant de plus en plus excité au fur et à mesure que les cartes manquantes s'accumulaient. Il m'a même lancé une phrase du genre « Je parie que tu es jalouse de ces tirages ». Je m'attendais à ce qu'il ouvre 2 paquets, qu'il comprenne que c'était moi, qu'on en rit ensemble et qu'il réalise tout l'amour et l'effort derrière ce cadeau. Mais il n'a rien remarqué et maintenant je pense que je ne lui dirai jamais. Il était complètement absorbé par la magie de ses ouvertures et parle encore souvent de la chance incroyable qu'il a eue ce jour-là. Donc voilà ma confession. J'ai remplacé tous les boosters de mon mari par les cartes dont je savais qu'il avait besoin en pensant qu'il remarquerait ce que j'avais fait. Il ne l'a pas fait et maintenant j'emporterai ce secret dans ma tombe pour préserver la magie. J'ai un pote que je connais depuis plus de 8 ans et que je considère comme l'un de mes amis les plus proches. Durant les 5 dernières années, il a été en couple avec une fille adorable et, au début, je pensais qu'ils allaient construire quelque chose de solide. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des comportements qui me mettaient mal à l'aise. Il trompe sa copine ou s'en approche dangereusement. Il a déjà embrassé plusieurs filles et a passé des nuits entières dans le même lit qu'elle. À chaque fois que je lui demandais ce qu'il avait en tête, il me répondait avec cette phrase qui me semblait presque préparée, « Je ne ferai jamais rien avec les filles qui dorment dans le même lit que moi. » Comme si le simple fait de le dire suffisait à effacer ce qu'il faisait réellement. Le plus compliqué est qu'il parle depuis encore plus longtemps avec une autre femme. Il dit qu'il aime les deux mais il refuse catégoriquement d'en parler à sa copine. Je l'ai vu envoyer des messages en cachette quand il pensait que personne ne regardait et j'ai senti une gêne que je n'avais jamais ressentie avec lui auparavant. J'ai toujours mis mes potes en premier, c'était presque une règle pour moi, mais cette fois je ne sais plus si c'est la bonne chose à faire. Je le vois s'enfoncer dans un double jeu qui ne mène nulle part et je sens une distance se créer entre nous chaque fois qu'il essaie de minimiser la gravité de ce qu'il fait. D'autant plus que moi-même j'ai été trompé récemment. Cette trahison encore fraîche rend ses comportements encore plus insupportables. Chaque fois qu'il me raconte un nouveau mensonge qu'il compte dire à sa copine, j'ai l'impression de revivre mes propres blessures. Je me demande si je dois briser notre amitié en avertissant sa copine, qui ne se doute absolument de rien, ou si je dois me taire et supporter son attitude infidèle tout en sachant très bien que cela va continuer. Je me retrouve coincé entre mon respect pour notre longue amitié et mon besoin de rester fidèle à mes valeurs. L'honnêteté me semble être la meilleure solution, mais dire la vérité pourrait tout faire éclater. Pourtant rester silencieux me donne l'impression de cautionner ses actions. Et chaque jour qui passe rend cette décision plus lourde à porter. J'aime les fanboys autant que j'aime les femmes, peut-être même un peu plus. Je ne les perçois pas vraiment comme des hommes au sens classique du terme. Je sais très bien qu'ils ont un corps masculin, pourtant quelque chose en eux provoque chez moi une attraction très particulière. C'est difficile à expliquer. Ils réveillent en moi un mélange étrange d'affection, d'admiration et d'envie de proximité. Parfois je me surprends à imaginer une relation douce, presque tendre, et l'instant d'après je me rends compte que cette attirance peut devenir beaucoup plus intense. Avec leur accord bien sûr. Je me demande si ce qui me plaît autant est cette impression de pouvoir prendre l'initiative et de sentir une certaine dynamique se créer naturellement entre nous. C'est comme si leur énergie, leur attitude et leur esthétique déclenchaient chez moi quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs. Et parfois je me sens un peu idiot de ressentir tout ça parce que je ne sais pas vraiment comment l'expliquer ou si c'est normal. Désolé de partager tout ça aussi franchement. Peut-être que tu vas en rire,
peut-être que tu vas te dire que j'ai des signaux rouges qui clignotent. Mais je crois que j'avais besoin de mettre des mots sur ce que je ressens et d'admettre que cette attraction fait partie de moi, même si elle me laisse parfois perplexe. J'ai 25 ans et je suis une étudiante asiatique dans une université en Australie. Comme je me concentre surtout sur mes études, je suis au chômage pour le moment. Pour gagner un peu d'argent, je vends parfois des vêtements dont je ne veux plus sur Facebook Marketplace. Récemment, je me suis ennuyé et j'ai dépensé plus que prévu pour mes cheveux, mes ongles et un peu de shopping. Résultat, je me suis retrouvé complètement fauché. Je cherche du travail, j'envoie des candidatures, mais pour l'instant rien de concret. Un jour, un homme plus âgé m'a écrit pour acheter quelques-unes de mes mini-jupes. J'ai trouvé ça un peu étrange et j'ai voulu savoir pour qui c'était. Après quelques messages, il a fini par admettre que c'était pour lui. Ensuite, la conversation a pris une tournure que je n'attendais absolument pas. Il m'a proposé de l'argent pour des choses très personnelles et plutôt inhabituelles. Rien qui montre mon visage et il est resté très poli, très calme, presque trop normal compte tenu de ce qu'il demandait. Je me suis retrouvé dans une situation bizarre où je me sentais à la fois coupable et soulagé. Coupable parce que je me demandais si j'étais en train de franchir une limite sans m'en rendre compte. Soulagé parce que cet argent m'a permis de payer mon loyer alors que j'étais dans une période vraiment compliquée. En une journée, j'ai gagné $210 grâce à lui et je n'arrive toujours pas à réaliser que ça m'a sorti d'un vrai stress financier. Je suis partagé. Une partie de moi se dit que ça ne regarde personne et que je n'ai blessé personne. Une autre partie de moi se demande comment une situation aussi improbable a pu devenir une source de revenus et si je suis en train de m'aventurer dans quelque chose qui pourrait me dépasser. Je me demande pourquoi certaines personnes sont attirées par ce genre de choses et comment elles en arrivent là. Et je me demande aussi si c'est une opportunité temporaire ou quelque chose que je devrais refuser immédiatement pour éviter des complications futures. Je ne veux pas être jugé ou insulté. Je voudrais juste comprendre si ce que je fais est une mauvaise décision ou simplement une solution provisoire dans un moment de galère. Et j'essaie aussi de savoir si je devrais continuer ou couper court avant que ça ne devienne une habitude. Il y a 4 ans, ma voisine, une femme d'une 60aine d'années très gentille, a commencé à m'apporter de la nourriture tous les dimanches parce que selon elle j'étais trop maigre pour vivre seule. Sa cuisine était, disons, très expérimentale. De la viande aussi sèche que du papier, des mélanges d'épices mystérieux, des soupes qui avaient le goût de chaussettes mouillées. Un soir, son mari m'a pris à part dehors et m'a dit « Merci de faire semblant d'aimer sa cuisine. » Elle a perdu son sens de la vie après la retraite. Cuisiner la maintient debout. Alors j'ai redoublé d'efforts. Je faisais l'éloge de chaque plat comme s'il était digne d'un Michelin. Elle rayonnait à chaque fois. C'est devenu tout un rituel, elle me tendait une boîte en plastique, je complimentais son assaisonnement, elle rougissait et me faisait un petit geste de la main. Avançons jusqu'au mois dernier. Son mari a fait un léger AVC. Son régime alimentaire a changé et elle est trop dépassée pour cuisiner. Les repas se sont arrêtés. Et j'ai réalisé quelque chose, ça me manque. Pas la nourriture, certainement pas, mais la chaleur étrange qu'il y avait dedans. C'était comme si quelqu'un prenait soin de moi à sa manière maladroite. J'ai envie de prendre de ses nouvelles, mais j'ai l'impression que si je redemande de la nourriture ce sera insultant, et que si je ne dis rien je paraîtrai ingrat. Alors je suis là, à faire le deuil en silence de la pire lasagne du monde. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à me sentir différent, ni quand cette différence est devenue une sorte de fissure permanente dans ma vie. Peut-être que ça a toujours été là, une espèce d'ombre qui grandissait lentement derrière moi. Aujourd'hui, à presque 30 ans, je regarde ma propre existence avec la sensation étrange que je me suis éloigné de tout ce qui est censé faire de moi un être humain fonctionnel. Je suis célibataire depuis toujours, et j'ai fini par comprendre que je suis probablement asexuel. Je regarde les autres parler de désir, de connexion, de besoins physiques, et je n'éprouve que du vide. Une sorte de distance glacée,
comme si je regardais la vie se dérouler derrière une vitre que je ne peux pas franchir. Je suis en surpoids, je sors peu, presque jamais en fait, et mon corps est devenu un rappel constant de cette inertie intérieure. Une carapace lourde que je traîne sans conviction. Les gens me regardent comme si j'étais un animal étrange, quelque chose qui n'a pas sa place dans la lumière du monde normal. J'ai fini par préférer disparaître dans des endroits où personne ne peut me voir. Depuis l'enfance, je me suis réfugié dans une obsession qui n'a jamais cessé, les fourmis. J'avais 8 ans quand j'ai compris que leur monde avait plus de sens pour moi que celui des humains. Quelque chose dans leur organisation implacable et leur fidélité à la colonie me fascinait. Je pouvais rester des heures à les observer, à essayer de comprendre comment elles pensaient, comment elles vivaient, comment elles savaient quoi faire. Avec elles, il n'y avait pas de moquerie, pas de rejet, pas de regard étrange. Juste un mouvement incessant et un but collectif que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Les enfants de mon âge savaient que j'étais différent. Ils le sentaient, comme on sent qu'un animal blessé n'est pas comme les autres. On ne m'a jamais vraiment intégré dans aucun groupe. Pas d'amis proches, pas de fraternité, juste cette impression d'être toléré à la périphérie jusqu'à disparaître. J'ai grandi avec ce vide, et il a fini par se transformer en un besoin maladif d'appartenir à quelque chose, n'importe quoi. Une communauté, une structure, un ensemble dans lequel je serais enfin utile. Alors, chez moi, j'ai construit une sorte de nid, un véritable refuge mental. Un coin recouvert de coussins lourds, mous, épais, où je peux m'enfoncer jusqu'à ne plus sentir mon propre poids. J'ai acheté un duvet spécial, dense et presque collant, qui me sert comme une enveloppe. Quand je m'y glisse, la pièce devient plus silencieuse, comme si le monde extérieur s'effaçait. Dans ces moments-là, je m'imagine comme une larve au cœur d'une fourmilière, encore informe, encore inutile, mais destinée à devenir autre chose. C'est ridicule, je le sais. Pourtant, c'est le seul endroit où je ressens une paix réelle. Il y a aussi des pensées qui me traversent parfois, des mélanges étranges de fascination, de solitude et de sensations que je n'arrive pas à nommer. Rien que je veux réaliser, rien de dangereux, juste des fragments d'obsession qui me dérangent moi-même. Des pensées qui brouillent la frontière entre ce que je suis et ce que j'imagine être. Je n'en parle à personne, parce que je sais déjà ce que les gens penseraient, et je n'ai pas l'énergie de supporter un regard de plus. Personne ne sait que je vis comme ça. Personne ne sait que je me replie dans ce nid lourd pour essayer d'oublier que je ne ressemble à personne autour de moi. Personne ne sait que je me sens plus proche d'une colonie invisible que de mes propres semblables. Je ne sais pas si écrire tout ça ici va changer quoi que ce soit, mais au moins c'est dit. Peut-être que je ne suis pas aussi seul que je le crois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.